Bonjour, 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 que Dieu vous bénisse toutes et toutes. Alors je fais une petite vidéo sur ce qui pousse. Voilà. Donc vous voyez ici, là c'est un mahonia qui s'est semé tout seul. Ça c'est, vous verrez, c'est un érable à feuilles blanches et à feuilles rouges. Il faut que je coupe les feuilles vertes parce qu'il est vraiment plus fragile, l'érable à feuilles blanches. Donc on voit ici que, bah oui, il y a eu beaucoup de perce-neige. Voilà. Ça, c'est la fin des jonquilles ici, les narcisses. Voilà, ils sont là aussi. Vous voyez ici, hop, une petite colonie de, je vous l'ai montré, de violettes violettes. Il y a des violettes blanches, je ne sais pas où. Voilà. Et donc là, voilà, je tenais à vous montrer, c'est un cerisier à fleurs pleureur. Voilà, qui est maigrichon parce qu'il n'est pas dans son terrain, donc on va réparer ça. Vous allez voir comment l'autre, son cousin, est par contre magnifique. Voilà, donc il reste généreux en fleurs, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très joli, hein. Regardez la délicatesse des fleurs, hein, c'est remarquable. Alors, tout ça, c'est Moran qui a choisi de planter. Papa, à part les arbres naturels, les arbres à fleurs, ça ne m'intéressait pas. Mais c'était très bien comme ça. Alors voilà, là ici, il y a un élandier dont je vais m'occuper. Vous voyez ici, donc je l'ai planté, donc pousse bien. Ce sont des jacinthes des bois. Alors c'est des jacinthes naturelles, c'est-à-dire qu'elles ne dégénèrent jamais. Vous avez trois couleurs de base, le bleu, j'ai que des bleus, le blanc et le rose. Voilà, donc c'est très chouette. Donc là, une petite colonie de muscari. Vous voyez qu'il va être temps que je trouve le moyen de couper l'herbe d'une façon ou d'une autre. Ah voilà, ça ce sont des... J'ai toutes les rassemblées parce que j'en ai plusieurs endroits. Alors, ces petites tulipes choux, ce sont ce qu'on appelle les tulipes botaniques, c'est-à-dire c'est des tulipes naturelles. Quasiment naturel. Vous savez, vous avez les crocus botaniques, qui sont les petits crocus qu'on trouve naturellement en montagne dans les prés. Puis vous avez les grands crocus qui, qui fleurissent un mois plus tard. Et il y a la même chose chez les tulipes, et bah, comme les jacinthes des bois que je vous ai montré. C'est des espèces naturelles. Donc là, c'est des petites tulipes botaniques qui ne dégénèrent pas. Faut juste que j'ai des herbes pour qu'elles puissent pousser comme elles en ont envie. Voilà. Donc, il y a des petites pâquerettes, il y a tout ça. Ça, c'est un buis qui est atteint de pyrale de buis, mais qui résiste. C'est un grand buis. Donc, j'ai vu que maman avait acheté du produit. C'est que la pyrale du buis, c'est comme la pyrale du maïs, c'est un papillon. Et c'est la chenille qui bouffe tout. Voilà. Donc là, le chèvrefeuille, la clématite et le mûrier, qui est très généreux par ailleurs, sont bien mélangés. J'aimerais bien m'en occuper. Voilà, ça, c'est donc une petite jacinthe des bois qui commence à fleurir et qui s'esmet toute seule. Parce que moi, je l'ai mise ici. Vous voyez, derrière le mûrier, bon, je vais nettoyer tout ça. Là, il y en a une autre touffe. Voilà. Vous pouvez voir aussi ici, il y en a des tonnes. Voilà. Pas compliqué, hein, c'est une jacinthe naturelle. Mais c'est vrai que j'ai que la couleur bleue. Voilà. Donc c'est la pleine saison. Un des rares rosiers qui a résisté. On va tâcher d'en remettre d'autres. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. Alors, je sais pas s'il y a le muguet qui pousse. Alors, c'est étonnant parce que ce sont des iris. Et ben, normalement, les iris, ça fleurit plutôt en juin. Donc, vous voyez qu'il y a les fleurs qui poussent. Il y en a qui sont déjà en fleurs. Et donc, d'autres petites tulipes botaniques. Donc, vous voyez, il y en a une petite dizaine. Donc, comme je l'ai dit, ne dégénèrent pas. Donc, il y a plusieurs motifs. C'est un petit peu celle qu'on avait au XVIe siècle, XVIIe siècle. Voilà. Donc je continue, les petits pruneliers, les prunes naturelles. Le forsythia, vous voyez, les feuilles commencent à pousser et les fleurs chutent. Donc je vais pouvoir le tailler puisque c'est ce que je vous ai expliqué. Les fleurs poussent au printemps sur les rameaux de l'année d'avant. Alors voilà, je vais vous montrer. Regardez-moi ce cerisier à fleurs absolument magnifique avec le ciel bleu derrière. Alors pourquoi l'autre il n'est pas pareil? C'est pas parce qu'il est pleureur, c'est simplement parce qu'ici vous voyez c'était une cour à fumier. Donc c'est une ferme qui a été reconstruite, j'ai dû vous le dire, par mes arrière-grands-parents, enfin leurs parents je crois, et mon grand-père. Hein, une partie a été construite avant 1914 quand la gare a commencé.
ils ont terminé et ils ont construit après 1919 le reste. Et donc il y avait une cour fumée ici, hein, avec des pierres autour, dont je me souviens. Et elle a été, mon grand-père avait ce qu'on avait une sablière, et pas très loin d'ici, vers la Loire. Et donc ça a été bouché entièrement avec du sable. Ce qui explique, vous voyez, le très bel érable, qui est magnifique. Les petits, donc vous voyez le début des lilas, et ce magnifique cerisier à fleurs, voilà, qui lui, par rapport à son cousin de l'autre côté, parachitique, parce qu'il est dans son élément. Voilà, alors, il y a eu des camions de sable, hein, mais ici, voilà, qui est absolument magnifique. Donc vous voyez que les fleurs continuent. Il est somptueux. Alors c'est le 3e jour qu'il est dans cet état-là. Voilà. Et c'est vraiment somptueux, hein, un cerisier à fleurs. Vous savez que c'est la spécialité des Japonais. Voilà, regardez un peu la délicatesse des fleurs, hein, on dirait presque des roses. Et il y a vraiment des quantités de pétales et tout, c'est magnifique. Donc il va être comme ça pendant une quinzaine de jours. Voilà, après il va prendre vous voyez le tronc, il a vécu, hein, je pense qu'il a pas loin de 30 ans. Hein. Donc il est greffé sur lui-même, hein, c'est un arbre artificiel, c'est des variétés de cerisier qui donnent des fleurs magnifiques, très généreuses, mais blanches au départ. On en a beaucoup au Japon. Le Japon est célèbre pour la floraison de ces cerisiers. Et là, donc, évidemment, ça c'est la recherche humaine. Donc, il a été regreffé sur lui-même, etc. Et on obtient des fleurs doubles et roses, d'une certaine façon. On voit que le tamaris commence à fleurir, et donc le lilas aussi. Alors, c'est marrant parce qu'avec le soleil en fin de journée, le lilas prend une couleur. Alors, on sait qu'il y a 3 couleurs de base, c'est blanc, mauve et violet, et ils en font celui-là, il est plus rouge encore. Voilà. Alors les lilas qui gèlent pas, hein, il y en a plein au Québec. Hein. Voilà, c'est l'avantage. Donc vous voyez un peu la quantité de ce qu'il y a. Donc je vais pouvoir en déterrer plein et en mettre tout le long. Alors évidemment, de toute façon. Alors il va commencer à sentir bon parce que quand les fleurs sont fermées, le parfum ne part pas. Voilà. Vous voyez la taille du tronc. Hein. Ce cerisier à fleurs qui est absolument splendide. Donc là ici c'est un érable rouge. Alors par contre, vous voyez que le sable c'est pas forcément son truc parce que je sais pas si vous voyez, il est bourré de lichen. Voilà. Alors c'est une espèce de pépiniéris aussi. Il est bourré de lichen. Alors, il est très joli. Et donc, vous voyez, ça c'est le cerisier proprement dit. Hein. Le cerisier à fleurs qui fait beaucoup de rejetons comme tous les cerisiers, mais qui ne sont pas greffés. Donc voilà, normalement à l'origine, ce que c'est un vrai cerisier. Voilà. Alors vous avez des espèces avec beaucoup plus de fleurs naturellement au Japon. Et je vais vous montrer. Voilà, là c'est un pommier. Hein. Donc qui est en pleine floraison aussi. Voilà. Donc on voit bien ici le cousin qui est pas très en point. Parce que c'est pas du tout son terrain, là, pour le coup, c'est un terrain lourd ici, hein, c'est pas un terrain léger. Voilà, un peu méchant. Et puis donc lui, c'est un pommier, une variété de pommier, ce qu'on appelle un pommier à fleurs, et qui est magnifique aussi, rose, alors qui est pas tout jeune non plus, hein, il a bien une trentaine d'années aussi. Je pense qu'il a largement été planté dans les années 90. Puis vous voyez les dégâts, la tempête. Alors c'est lundi, la semaine dernière. Donc ça a cassé énormément. Vous voyez, ça a cassé une grande branche sous le pleureur. Donc on le voit d'ici, bien cassé. Voilà. Et donc je vais m'en occuper. Alors évidemment, mes frères et sœurs ont tout viré, les outils, tronçonneuses, tout ça, sinon je l'aurais fait. Et donc je vais m'en occuper pour tout nettoyer et puis couper. Vous voyez, il s'agit de où il est le tronc qu'on voit, je sais pas où. Voilà qu'on voit là. Voilà, on voit ici. Donc le tronc a cassé net. Hein.
Et donc je vais le couper franchement, parce que sinon, si l'eau stagne, un aubier, ça pousse très vite, un solo, c'est mes pleureurs, mais ça peut également pourrir vite, même quand il pousse. Donc je vais faire une coupe nette. Voilà. Donc vous voyez ici qu'il y a aussi... Voilà, alors celles-là, elles sont semées toutes seules. Les petites jacinthes des bois. J'en ai mis un peu partout, puis là, elles sont semées toutes seules. Alors, voyez là, voyez les fleurs. Hein. Donc ça, c'est les jacinthes naturelles qui ne dégénèrent pas, elles. Hein. C'est l'avantage, qui sont très généreuses, qui font des bouquets, qui restent d'une année sur l'autre. Voilà, comme celle-là. Là. Donc, vous voyez que c'est encore un peu le souple, mais je vais y arriver. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous faire voir un petit peu. Donc, vous avez vu le magnolia, les cerisiers à fleurs, le pommier à fleurs. Et puis donc là ici c'est une variété de laurier. Il y a beaucoup de lauriers qui fleurissent. C'est pas un laurier sauce, c'est un laurier haie, même si la feuille se rapproche assez du laurier sauce. Voilà. Donc des orties. J'en suis à ma deuxième soude d'orties. Vous savez que les orties sont extraordinaires. C'est vraiment le baobab de l'Afrique. Hein. Et merde, j'ai pile marché sur mon cyclamen, heureusement. Et donc, par exemple, vous avez, je crois, 10 fois plus de vitamine C que dans le citron. Vous avez du fer, quasiment 2 fois plus de fer que dans du steak de bœuf à masse égale. Vous avez du magnésium, vous avez tout un tas de choses. C'est incroyable. Donc, vous pouvez faire des cures hein, d'ortie, on en trouve en poudre. Dans les parapharmacies, etc., chez les herboristes, etc. Et donc, il y a une filière de la culture d'ortie qui se développe. Et j'ai notamment vu un documentaire où un agriculteur changeait, se mettait à en faire à partir de l'année dernière. Et alors, il trouve ça passionnant parce qu'il n'y a quasiment pas de traitement. Et quand vous le semez, c'est pour 10 ans. Donc vous imaginez comment la terre se repose, comment, etc. C'est vraiment génial. Donc là, vous voyez pas mal de primes verts. Voilà. Donc les primes verts naturels, c'est-à-dire ceux-là ou ceux de montagne, hein, qui sont exactement comme les pissenlits. Hein. Vous pouvez les manger de la racine à la fleur. La racine, comme les pissenlits, ça fait un peu une sorte de carotte. Et vous coupez en morceaux, vous nettoyez et puis vous le faites revenir au beurre. Et donc en salade, les feuilles sont très bonnes et vous pouvez prendre les fleurs, les détacher, ça se détache tout seul. Pour les mettre, et voyez, pour les mettre également pour décorer votre salade. Voilà. Alors vous voyez là déjà ce que je ramasse ici, donc c'est donc le pissenlit, le coussin du pissenlit, le prime vert, donc le plantain qui commence à pousser dans certains coins seulement parce qu'il ne faut pas que ce soit trop humide. Donc vous voyez c'est ça le plantain. Les lapins adorent ça, mais il ne faut pas leur en donner trop parce qu'ils vont vite avoir la diarrhée. Donc c'est pareil, c'est très très riche. C'est une plante culinaire et c'est très très riche hein, en vitamines, en tout ce que vous voulez, que je mets en salade. Et donc là, vous voyez, il y a un pissenlit. Donc je vais faire cette semaine du miel, de la cramaillotte, c'est-à-dire du miel de pissenlit. Donc on reconnaît bien la feuille hein, du pissenlit. Le cousin, je vous montrerai, elle est un peu moins dentelée. Alors les orties, vous pouvez les manger également cuits au beurre, comme les épinards. Mais alors c'est d'une richesse, je vous dis, c'est vraiment le baobab de l'Afrique. Aussi bien sur le plan médical, culinaire, etc. L'ortie, c'est remarquable. Et donc, les pourpies n'ont pas recommencé à pousser. Je vous en montrerai. Ça pousse qu'à certains endroits ici. On met souvent les pourpiers à fleurs dans le jardin. Et du fait du réchauffement climatique, les pourpiers naturels poussent ici depuis 10-15 ans naturellement. Les feuilles de pourpier sont également très très riches au niveau vitamines, minéraux, oligo-éléments. Voilà, c'est à conseiller. Alors, voilà, une orchidée d'ici. Alors je ne sais pas si c'est l'orchidée verte ou si c'est la belle orchidée rose qu'on a. On a entre 2 et 4 variétés d'orchidées naturelles ici. La verte est très originale. Voilà, donc il y en a une ici, vous voyez, il y en a une là. Voilà aussi, on reconnaît bien les grandes feuilles. Hein. Ouais, il y en a une ici. Il y a une colonie qui se développe. C'est très intéressant. Voilà, donc vous voyez une colonie de... Alors c'est les primes verts qu'on appelle les coucous, vous savez. Alors en montagne, on va trouver les primes verts qui ont des feuilles
qui ont des fleurs, ça c'est des Muscaridas, qui ont des feuilles comme celle-là, voilà, les jaunes. Ah, c'est les primevères, on dit les primevères de jardin. En fait, vous avez deux variétés de primevères. Vous avez ceux qu'on appelle les coucous, voilà, ici. Et puis vous avez ceux-là qui sont jaunes, qui sont l'autre variété naturelle. Alors ça, c'est des hybrides. Il y a un bleu là. Donc ça, c'est des hybrides pour les couleurs. Voilà, donc ça, vous n'y touchez pas sur le plan culinaire. Alors c'est pas parce que c'est des hybrides, c'est parce qu'il y a souvent des traitements dans le coin. Voilà. Et voyez ce que ça donne quand un hybride se marie avec un naturel. Voilà, ça donne une variété nouvelle, voilà, qui est rouge. Voilà, qui est assez marrant. Alors les petites pâquerettes, il y en a des tonnes. Donc là, il est un peu tard, ça se referme. Vous voyez ce ciel, ce coucher du soleil magnifique. On va en avoir encore pendant 2-3 jours, puisqu'ils annoncent la pluie, je dirais enfin, pour la fin de la semaine. Alors donc, vous voyez que les noisetiers en profitent, hein, avec les fameux chatons, les graines. Donc là, c'est une variété de cotonéaster qui se met toute seule. Vous avez un hibiscus ici. Bon, je vais dégager. J'ai coupé les branches du côté pour dégager l'hibiscus. Hein, l'hibiscus qui est un arbuste à fleurs d'été. Vous avez plein de variétés. Donc un autre ici. Voilà. Vous voyez les feuilles qui commencent à sortir. Alors pourquoi c'est pas gênant si je coupe les branches du bas? Parce qu'en fait, les noisettes, vous les cueillez pas sur l'arbre. C'est comme les noix. Ouais. Il y en a une. Elles ont été mangées. Voilà, je n'ai pas vu ça. Elles ont été mangées. Voilà. Donc en fait, les noisettes, comme les noix tombent, et dès qu'elles tombent, hein, dans la semaine où elles tombent, vous les ramassez. Et vous pouvez les garder des mois parce que c'est huileux. Vous les mettez sur un truc. Mon père en ramassait 10 kilos. Voilà, donc vous avez 4 noisetiers ici. Puis je voulais vous montrer, voyez, une rhubarbe, un pied de rhubarbe. Alors je vais m'enseigner pour peut-être me dire si les feuilles, on peut les manger. Parce que, en fait, pardon, en fait, je suis désolé, c'est la tige qu'on met en confiture. Hein, voilà. C'est la tige qu'on coupe, qu'on pèle. Bon, on va attendre qu'elle monte. Les feuilles sont plus grandes. Mais justement, ça me fatigue de voir qu'on jette les feuilles. Et je voudrais bien savoir si on peut manger les feuilles autrement. Vous voyez, il y en a un pied ici. Il y en a un pied ici aussi. Voilà, il commence à pousser. Je crois que j'en ai un en haut. Voilà. J'en ai un petit ici. Voilà. Donc là, c'est mon voisin qui... C'était un champ. Heureusement, il n'y a plus de produits à traiter là. Parce que je ne vous dis pas, quand il traite, ça se sent. Donc là, c'est un... C'est pas un groseillier, c'est un cassis, mais qui est ancien, qui arrive en bout de course. Voilà, donc il y a un noisetier ici aussi. Tout le monde, voisin. Il ne faut pas qu'ils viennent. Donc ça, c'est un noisetier que mon père a. Ah, vous voyez. Donc voilà, vous voyez les fleurs, il faut que je me dépêche de les cueillir. Voilà, les feuilles, hein, les pissenlits, donc j'en fais des salades pas possible. Voilà, ici, avec les feuilles de primevère et tout. Et donc les fleurs qu'il faut que je me dépêche de ramasser pour refaire de la cramaillotte, hein, donc du miel de pissenlit qui est vraiment, c'est ce qu'ils disent hein, sur tous les trucs, vous voyez, qui est pour gourmet. Voilà. Alors ouais, ça c'est le jardin de mes parents. Donc si je n'arrive pas à avoir un motoculteur, mes parents en avaient 2, il n'y a plus rien. Et ben je bêcherai, je le ferai à la main, c'est pas grave. Voilà. Donc vous entendez en même temps les oiseaux. Vous voyez cette lune magnifique, donc on se dirige jour après jour vers la pleine lune. Voilà. Donc elle fait tout le tour par là. Alors je ne sais pas ce qu'il est, mais où il est lui. Voilà. Ce qu'il est, mais il chante bien. Alors normalement, à cette époque-ci, quand j'étais petit, jusqu'à mes 20-30 ans, il y avait plein d'hirondelles. Je les voyais se rassembler en septembre sur les fils et tout. Bah, je me défie d'en voir se rassembler. Hein. C'est une catastrophe. C'est-à-dire comme les pesticides massacrent les insectes, les oiseaux sont massacrés. Hein, par la même occasion parce qu'ils n'ont plus de nourriture. Alors au Québec, vous n'avez pas stop, mais vous avez arrêt. Et tiens, un petit merle là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est un petit merle. Et donc du coup, les oiseaux ne trouvent plus leur alimentation et meurent aussi. Donc, mais dans des proportions, c'est 70%. Hein. Les petits piafs, les pierrots qu'on trouvait, qui étaient magnifiques, à la pelle, ils sont rares.
Il y en a, je crois, près de 95% de la population en France qui est décédée. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous avez 90% de la biomasse, la masse d'animaux de mer qui a disparu. Hein. C'est ce qu'on a du mal à comprendre. C'est que si on ne s'arrête pas urgemment, c'est l'homme qui va mourir. On ne peut pas vivre sans la nature. Moi, je vous mets au défi de vivre sans arbres, sans océans qui vivent, sans algues, puis vous allez voir comment le taux d'oxygène va baisser jusqu'à ce qu'il n'y en ait quasiment plus. Puis vous allez me dire si vous allez pouvoir vivre. Voilà, donc la nature est en train de mourir. Dès que la nature sera morte ou a franchi un stade, l'homme suivra. On fait partie de la nature. Dieu nous a créés en même temps que la nature. Il y a un moment, il faut se réveiller. Donc, dans l'état actuel des choses, on va vers une fin de l'être humain rapide. C'est quelques dizaines d'années, peut-être un siècle ou deux, tellement on détruit. Les espèces meurent à tire-larigot. Il y a eu 5 ou 6 extinctions de masse, mais ça se passait sur des dizaines de milliers d'années, à part les satellites, les dinosaures, et encore, parce que visiblement, à ce qui est devenu le pôle sud, les dinosaures ont survécu des centaines, des milliers d'années, voire peut-être des millions d'années. Après, ils ne savent pas exactement, ils commencent à s'intéresser à ceux qui étaient là-bas seulement. Après, donc, la météorite qui aurait détruit les T-Rex et compagnie. Donc, ce n'est pas la fin des dinosaures du tout. Dans une partie, là où ça tombe, effectivement, les terres sont encore rapprochées, oui, mais le pôle sud est relativement épargné. Donc il est possible, les scientifiques ne savent pas, que les dinosaures aient survécu encore jusqu'à potentiellement des millions d'années encore. Voilà. Mais il faut bien comprendre que les réchauffements climatiques ou les aires glaciaires se font sur des dizaines de millions d'années. Vous avez les mini-aires glaciaires comme il y a eu au XVIIe, un volcan et tout, c'est une catastrophe parce que ça se fait tout de suite. Ça ne dure pas longtemps. Hein, c'est en quelques années. Bon. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une extinction de masse qui se fait sur quelques années. Et on va être bientôt pris de court. Donc, l'attitude du président des États-Unis qui relance le charbon et tout, mais c'est une catastrophe. Donc, ils vont le voir déjà au niveau des tornades et tout. Puis, ils vont le voir parce qu'il a diminué les fonctionnaires de l'administration qui contrôlent les douanes, tout ce qui arrive, s'il y a des insectes, s'il y a des parasites, etc. Il risque, par son attitude, de provoquer la famine aux États-Unis par une invasion d'animaux parasites qui viennent d'autres endroits du monde, et que l'administration chargée de surveiller ça n'aura pas pu empêcher parce qu'il a sabordé cette administration comme beaucoup d'autres. Il a renvoyé des milliers d'inspecteurs aux douanes et tout, qui sont chargés de tout vérifier. Et ça peut aller très vite. Donc là, au niveau de la nature, c'est une catastrophe. Et on ne s'en rend pas compte, on n'en prend pas conscience. Le bio, c'est pas simplement une mode sociale, une hygiène de vie. Je crois qu'il faut qu'on comprenne. C'est une nécessité pour que la vie humaine continue. Il y a longtemps avant que Mars, on ait mis des colonies ou que Mars soit rendu vivable, bien longtemps avant, il n'y aura plus la vie sur Terre si on continue. C'est à une échéance de quelques dizaines d'années. Hein, c'est du réalisme, ça. Hein, c'est où ça en est. Voilà, sur cette note de réalité, hein, mais pas de catastrophisme. C'est du catastrophisme, si vous voulez, mais c'est du réalisme avant tout, parce qu'on peut empêcher ça. Voilà. Et en terminant sur cette variété de pommiers à fleurs, je vous souhaite donc une bonne soirée, que Dieu vous bénisse tous, et je vous dis à très très bientôt. Bye.